Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat, vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Nous sommes donc en fin d'année 2019 et bientôt donc 2020. Le gouvernement guinéen donc est en train de préparer ce qu'on peut appeler son budget pour l'année 2017 en termes de recettes, c'est-à-dire ce qu'elle doit percevoir ci et là pour bien entendu opérer des dépenses en termes d'investissement public. Et donc le volet recettes justement de la loi des finances initiale a été récemment adopté par les députés à l'Assemblée. Quelle idée il faut avoir derrière ce volet recettes? Est-ce que celui de cette année est plus élevé que celui de l'année dernière en termes de prévision? Quels sont un peu les détails remarquables dans ce volet recettes? Qu'en est-il du volet dépenses? L'ensemble de ces questions, évidemment, nous la posons à celui à qui de droit, bien sûr, ici à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Honorable Michel Kamano. Il est le président de la commission économie-finance ici à l'Assemblée nationale qui nous reçoit ici dans ses locaux. Honorable, merci de nous recevoir ici. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi. Merci une fois encore de la disponibilité. Mais je rappelle aussi qu'avec Honorable Michel Kamano, en tant que député, nous parlerons un tout petit peu d'actualité dans la deuxième partie de cette émission. Bien sûr, le dialogue politique après un bon moment de berne a repris récemment. Quelle est sa réaction? Cela pourrait-il favoriser un peu l'accalmie, l'arrêt des incompréhensions politiques? Il réagira là-dessus. Et puis, deux ex-chefs d'État présents à Conakry depuis un certain jour. Il s'agit de Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria, et de Nicéphore Soglo, ancien président du Bénin, qui donc font un peu des entretiens avec les entités sociopolitiques de notre pays. Quelle réaction il a justement face à l'arrivée de ces deux chefs d'État? Nous en parlerons dans la deuxième partie de notre émission. Alors pour commencer, en termes de français facile, pour tous ceux qui nous regardent, honorable, oui, c'est quoi d'abord le budget? C'est toujours important de revenir là-dessus, le budget d'un gouvernement. Bien, le budget d'un gouvernement, c'est comme le budget d'un père de famille. Et il faut s'assurer d'abord de tout ce que l'on peut avoir comme recettes. Et en tant que père de famille, quelles sont les recettes que je peux mobiliser globalement durant l'année pour faire face aux dépenses de ma famille, les dépenses de tous ordres. Quand vous parlez de recettes pour le père de famille, c'est son salaire par exemple? Oui, c'est le salaire et s'il a les revenus. S'il a d'autres petites activités à côté, des revenus, s'il a construit quelque part, s'il a des loyers, s'il a des petites plantations, les retombées de ces plantations. Donc le père de famille se dira quels sont les revenus que je peux mobiliser globalement pour toute l'année pour faire face aux dépenses de ma famille. Le gouvernement se pose la même question. Quelles sont les capacités de mobilisation des recettes que j'ai dans l'année? Qu'est-ce que je peux avoir comme recette? L'examen d'un budget commence toujours par les recettes pour ne pas être au-dessus de ses moyens, pour ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Donc on commence par évaluer ses revenus, évaluer ses moyens. À partir de là, on regarde les besoins. Un budget, quel qu'il soit, ne finance jamais les besoins parce que les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes, surtout pour un pays pauvre. Même les pays développés n'arrivent pas à financer tous les besoins. Un budget finance donc les priorités. On commence par évaluer les moyens, les revenus. À partir de là, on se fixe des besoins raisonnables qu'on peut financer par ces moyens pour ne pas s'endetter trop lourdement. Pour des pays pauvres, on n'aura jamais toutes les ressources pour financer toutes les dépenses. Parce que même là, il faut faire la priorité des priorités. Et même en faisant des priorités jusqu'au 3e degré, on n'arrivera pas à avoir suffisamment de revenus pour couvrir. Donc, il y a toujours un léger volet d'endettement. C'est pourquoi on dit qu'il faut vous endetter de façon raisonnable, prendre un endettement que vous pouvez rembourser. Donc, un budget, c'est toujours raisonnablement qu'est-ce que nous avons comme moyen et logiquement, qu'est-ce qu'on peut financer avec ces moyens, avec un niveau d'endettement supportable. Donc, un budget, je le dis, il ne finance jamais les besoins pour un pays comme le nôtre. Il finance les priorités
quelquefois les priorités des priorités. Voilà. Donc, autrement dit, la loi des finances initiales, qui est le budget du gouvernement, a été donc dans son volet recettes adopté par les députés. Je ne sais plus quel jour, mais ça devait être la semaine passée. Le mardi, la semaine dernière. Voilà, la semaine passée. Oui. Donc, alors, quelle idée avoir globalement de ce volet recettes de la loi des finances initiales 2020 en termes de somme, de montant? Bien, nous avons députés, donc représentation nationale, voté la semaine dernière, le mardi de la semaine dernière, le volet recettes. Comme je disais tantôt qu'un budget commence toujours par évaluer les moyens pour ne pas vivre au-dessus de ces moyens. Nous avons regardé avec le gouvernement ces prévisions de recettes qu'il est capable de mobiliser pour l'année 2020 et ces prévisions se sont chiffrées à 21 700 milliards. Les 21 700 milliards, c'est une progression par rapport à la loi de finances rectificative. Vous savez que l'année dernière, le gouvernement était venu nous présenter un budget pour la partie qu'il pouvait exécuter et celle qu'il ne pouvait pas exécuter. On a ajusté donc la loi de finances initiale 2019 par la loi de finances rectificative. Donc l'année dernière, on a fini par des prévisions de recettes de 19 700 milliards. Et il y a une amélioration par rapport à cette loi de finances rectificative. Au lieu de 19 700 milliards, le gouvernement est venu avec des prévisions pour 2020 de 21 700 milliards. D'où une augmentation de 3 000 milliards oui, à peu près, pour essayer de couvrir certaines dépenses que nous avons commencé à examiner. Donc, ce volet recettes a été amendé, bien évidemment, avec des recommandations qu'on a faites. Nous disons toujours, nous, représentation nationale, c'est-à-dire le Parlement, on dit au gouvernement, félicitations pour les recettes que vous avez déjà mobilisées, mais continuez à faire des efforts de façon à ce que nous puissions avoir des recettes additionnelles pour conforter des secteurs comme le secteur de l'éducation, comme le secteur de la santé, comme le secteur de l'énergie. Et l'approvisionnement en eau est aujourd'hui ce que nous vivons au quotidien, le problème des infrastructures routières. Donc, ça veut dire que les recettes en termes de prévision pour 2020, cette année, ont augmenté par rapport à l'année dernière. Absolument. Et donc, quelles sont les régies ou les sources de recettes qui, cette année, ont fourni plus d'efforts, se sont vus contraints d'augmenter leurs recettes? Est-ce que c'est les douanes? Est-ce que c'est les impôts ou quelles sont ces régies? C'est l'ensemble des régies. L'ensemble des régies, désormais, vous savez que le gouvernement a signé un contrat de performance avec l'ensemble des régies. Chaque régie s'engage à mobiliser un certain volume de recettes et toutes les régies ont respecté ces contrats de performance. Donc l'augmentation est venue de chacune des régies que nous avons félicitées, comme je le disais tantôt, en les invitant à faire davantage d'efforts pour pouvoir financer d'autres dépenses non encore prises en charge. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres députés qui se sont abstenus de voter pour ce volet recettes de la loi, la LFI 2020, ont quand même reconnu aussi cette augmentation, mais qu'ils qualifient de légère. Parce que pour eux, et en parlant d'eux, je parle des députés de l'opposition, pour eux, en fait, on aurait pu avoir plus en termes de prévision que la différence de près de 3 milliards là en augmentation. Et ce qui veut dire que, comme eux, ils n'étaient pas là, qu'on n'aurait pas mis assez de pression sur les représentants de ces régies pour aller trouver d'autres poches de recettes pour 2020. Est-ce que vous confirmez cela ou est-ce que vous pensez que c'était vraiment raisonnable cette augmentation? On ne pouvait pas demander beaucoup plus? Moi-même, dans mon introduction, j'ai dit que lorsque nous avons adopté ce volet recettes, on a félicité le gouvernement, mais nous avons demandé à ce qu'il continue à faire des efforts dans l'exécution pour qu'il mobilise rapidement ces recettes et qu'il mobilise davantage. Ça nous permettra de couvrir des dépenses qui ne sont pas encore prises en charge. Et j'ai cité des secteurs prioritaires comme la santé, comme l'éducation. Et je disais, j'ai fini par les routes telles que nous les vivons aujourd'hui. Nous continuons à faire la pression. Vous savez, j'ai l'habitude de dire en commission
économique et financière, les chiffres n'ont pas de couleur. D'accord. S'ils sont bons, l'opposition les reconnaît qu'ils sont bons. La mouvance, évidemment, les reconnaît. S'ils sont mauvais, même si la mouvance veut les cacher, ils sont mauvais. C'est la mouvance qui commencera par appliquer le principe qui aime bien châtie bien. Heureusement, nous avons obtenu de bons chiffres. Vous vous souviendrez qu'il y a 3 ans, quand même, on a demandé au gouvernement d'améliorer les prévisions même des recettes, et le gouvernement est revenu avec plus de 400 milliards de recettes additionnelles pour, n'est-ce pas, corriger les prévisions initiales. Donc ce n'est pas que l'opposition ne soit pas là, qu'il n'y ait pas eu de pression sur le gouvernement. Non, ils savent que avec l'opposition ou sans l'opposition, l'examen d'un budget se fait de façon classique. Les données macroéconomiques, si elles sont bonnes, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, vous êtes obligé de les reconnaître. C'est une croissance d'une année à une autre. Bien évidemment, on peut toujours mieux faire, mais quand c'est déjà bien fait, on encourage pour que les gens fassent mieux. Mais ils ont reconnu, nous avons compris que n'ayant pas participé au débat, ils ont été logiques avec eux-mêmes. Ils ont dit, nous nous abstenons parce que nous n'avons pas participé aux travaux. Mais bien évidemment, c'est la même recommandation qui revient tous les ans au niveau de toutes les représentations nationales, au niveau de tous les parlements vis-à-vis des gouvernements. Merci, félicitations, mais faites mieux. Non. Alors, cette augmentation de la prévision en recettes pour 2020, est-ce qu'il est le résultat autrement d'une performance économique globale, premièrement? Deuxièmement, justement, dans quel secteur on sent, je veux dire, la venue de ces recettes qui augmentent? Dans le domaine des mines, dans quel secteur? Le commerce, l'import, où est-ce que justement il y a eu cette performance en termes de prévision? Il y a eu une amélioration globalement, mais c'est essentiellement dans le secteur des mines, mais avec l'accompagnement qu'il y a eu aussi dans d'autres secteurs. Le secteur privé a demandé un meilleur accompagnement, mais aussi il y a eu une meilleure contribution du secteur privé qui là aussi a dit, si vous nous créez des meilleures conditions, nous pouvons contribuer davantage. En termes de climat des affaires. En termes de climat des affaires, si vous nous créez un environnement propice à la promotion de l'investissement privé, nous pouvons contribuer davantage au budget, donc au développement, parce que c'est le secteur privé qui crée les emplois, qui crée la richesse finalement. Donc dans le domaine public, dans le domaine mixte, je dirais, c'est essentiellement du secteur des mines que la croissance est arrivée. Donc l'import et la taxation des services sont minimes? Oui, par rapport au climat global, à l'environnement global, dans un pays où vous avez un jour de grève sur 3, vous ne pouvez pas vous attendre à faire des miracles en termes de taxes et d'impôts. L'argent n'aime pas le bruit. Les investissements n'aiment pas le bruit. S'il y a des mouvements de rue, il y a malheureusement des pertes en vies humaines, c'est des pertes de milliards d'investissements qu'il faut aussi comptabiliser, parce que notamment dans le domaine du commerce. Absolument, parce que les investisseurs ne viendront pas risquer, n'est-ce pas, leur fortune dans un pays qu'ils considèrent comme ne pas être sécurisé, où il y a beaucoup plus de bruit et de grèves. S'il y a des grèves dans une entreprise, elle ne travaille pas. Donc il y a une perte au niveau national. Une journée d'arrêt, une journée de grève s'évalue en des milliards de pertes en termes économiques. Bien. Donc 19 700 milliards, si je ne me trompe, l'année dernière, comme prévision en termes de recettes. Et 21 700. Ils l'ont effectivement recouvré? Absolument. L'année dernière? Oui, la prévision était un peu au-dessus des 19 700. Et le gouvernement a compris qu'il ne pouvait mobiliser que les 19 700. Et ils ont dit qu'il fallait faire des corrections là où ils ne pouvaient pas mobiliser. Mais on a eu un avantage, il y a eu la 4G qui est arrivée, et avec un apport additionnel qui n'était pas dans les prévisions initiales, de 90 millions de dollars, dont une partie a été payée, les 50% immédiatement. Les 25% sont arrivés après, et les 25 derniers pourcents vont être payés maintenant. C'était dans la prévision en fin novembre, donc ça doit être chose faite. Donc cet apport additionnel avec la vente de la 4G,
et les difficultés qu'il y a eu dans le recouvrement de certaines recettes dues aux mouvements sociaux, il y a eu une compensation et le gouvernement est revenu avec un budget amélioré par rapport à la loi initiale. Donc les 19 000 milliards 700 ont été effectivement et vont être mobilisés d'ici la fin de l'année. C'est ainsi qu'ils ont fait cette prévision de 21 700 pour l'année prochaine. C'est bien. Alors maintenant, en termes d'exécution, avant de terminer, est-ce que vous avez eu un regard justement sur les dépenses exécutées par rapport aux recettes qu'ils ont mobilisées l'année dernière en tant que député? Absolument, oui. Il y a eu examen du rapport parce que actuellement, le gouvernement nous dépose tous les trimestres un rapport d'exécution du budget et cela en application de la loi organique relative aux lois de finances. Nous avons examiné cet examen et nous avons recommandé au gouvernement de faire davantage des efforts en termes d'investissement. Parce que si on parle de développement, c'est les investissements. Le fonctionnement est exécuté à satisfaction, mais nous avons des soucis sur les investissements qui sont exécutés avec un retard. Et la recommandation forte est de dire au gouvernement de faire beaucoup plus d'efforts pour exécuter les dépenses d'investissement parce que ce sont des dépenses qui traduisent la croissance, qui tirent la croissance. Donc pour terminer, oui, vous avez fini donc de voter ce volet des recettes. Oui, on va dire que les prévisions sont bonnes. Maintenant, par rapport à l'autre volet qui est le volet des dépenses, est-ce que vous avez commencé les examens? Quels sont ceux qui sont déjà passés? Quels sont les secteurs qui sont privilégiés par vous et par le gouvernement lui-même? Au niveau des dépenses, tous les départements passeront devant les commissions. Vous savez que l'Assemblée est organisée en plusieurs commissions de travail. Bien sûr. Donc les 14 commissions vont recevoir chaque commission, les départements travaillant directement avec la commission. Nous, commission économie et finances, nous allons recevoir les départements des finances, du budget, le plan, la banque centrale et les institutionnels. La primature, les autres institutions républicaines, la CENI, pour présenter leurs dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. Nous apprécierons à partir de ces dépenses la soutenabilité que le Parlement peut apporter à tel ou à tel département. Généralement, comme ces budgets sont faits après plusieurs arbitrages entre les départements ministériels au niveau des départements économiques et sous la présidence du Premier ministre, ces arbitrages arrivent à un projet de budget qui est soumis à l'autorité supérieure. Donc en dernier arbitrage, c'est ce document bien ficelé, après tous les allers-retours, tous les va-et-vient entre les ministères sectoriels, le ministère des Finances, le ministère du Budget, le ministère du Plan en termes d'investissement. C'est après tous ces va-et-vient, tous ces allers-retours, et sous la coordination et la supervision du chef du gouvernement et avec le quitus final du chef de l'État que le dossier bien ficelé nous arrive. Donc, pratiquement, nous n'avons pas beaucoup de possibilités d'amendement du budget, mais la loi est claire là-dessus. Le Parlement peut amender le budget. Si nous proposons une augmentation des dépenses, il faudrait que le Parlement propose cette augmentation des recettes correspondantes pour maintenir les équilibres budgétaires, parce qu'il y a un déficit qu'il ne faut pas aggraver. Donc, quelle que soit la volonté des parlementaires, ils ne peuvent proposer des augmentations de dépenses s'il y a des possibilités. Si on a eu, au moment de l'examen des recettes, à trouver des recettes additionnelles. S'il y a des recettes additionnelles, globalement, on privilégie les secteurs de la santé, parce que sans la santé, qu'est-ce qu'on peut faire? Ensuite, les secteurs de l'éducation pour former la relève et les autres infrastructures d'accompagnement pour pouvoir avoir une économie nationale forte, un secteur privé compétitif. Voilà comment nous examinons les dépenses. Généralement, on les adopte telles quelles si, pendant l'examen du volet recettes, on n'a pas trouvé de recettes additionnelles. Sauf s'il y a certaines dépenses
que nous trouvons exorbitantes, nous pouvons proposer qu'on les réduise, et les dépenses en carburant par exemple. On peut proposer qu'on les réduise, et si on les réduit, c'est au profit de certains secteurs prioritaires. Sinon, globalement, le budget est déjà équilibré, négocié même avec le Fonds monétaire, parce qu'il y a un apport extérieur important, il y a un niveau d'endettement négocié déjà avec nos partenaires. Et on ne peut pas aller nous endetter de plus d'un tel montant, de plus de 30% de notre produit intérieur brut par exemple, pour pouvoir équilibrer le budget. J'ai dit tantôt qu'on a toujours beaucoup plus de besoins que de possibilités réelles, que de moyens. Donc il faut trouver un complément. Ce complément ayant déjà été négocié, généralement, nous posons des questions pour qu'il y ait amélioration et surtout qu'il y ait mobilisation des recettes. Une mobilisation réussie des recettes et que les recettes mobilisées soient sécurisées pour que ces recettes soient affectées à des bonnes dépenses. Bien. Maintenant, l'examen que nous faisons, c'est de nous prononcer sur la qualité de la dépense. Bien. Voilà ce qui est dit. Donc, on va juste observer une petite pause. Derrière, on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission. Merci de nous retrouver donc dans cette deuxième partie de Café Débat qui a comme invité honorable Michel Kamano, président de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Vous l'avez compris dans la première partie, je l'ai dit, le gouvernement qui donc est en train de prévoir son budget de 2020, évidemment dans le volet recettes qui a été adopté récemment. Il nous explique un peu les enjeux et puis l'information principale, c'est qu'il y a une augmentation en termes de prévision cette année, pour l'année 2020 comparativement à l'année 2019. Et puis on va parler d'actualité rapidement, honorable, pour terminer. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes député, vous appartenez à un parti politique. Alors la reprise du dialogue politique a été constatée la semaine passée après un long moment de sommeil, de berne, et bien sûr avec une reconfiguration du cadre de dialogue côté mouvance, mais aussi celui-là qui mène le débat. Quelle est votre réaction justement par rapport à cela? Écoutez, en tant que député, nous savons tous que le dialogue, c'est vraiment le meilleur moyen pour arriver à trouver des solutions consensuelles à nos problèmes. Tous les conflits, aussi meurtriers qu'ils aient été, ont toujours fini autour d'une table. Malheureusement, les faiblesses humaines font que, au lieu de commencer par la table ronde, par le dialogue, quelquefois lorsque les frustrations atteignent un certain niveau, personne ne commence par recourir au dialogue. Chacun exprime sa déception, chacun exprime sa frustration, malheureusement le plus souvent de façon violente et meurtrière. Et c'est quand les dégâts matériels, humains, fouettent la conscience que les gens prennent conscience pour revenir autour de la table. La guerre de 100 ans, elle a duré 100 ans, mais elle a fini autour d'une table. Donc, ce que nous demandons en tant que parlementaires, c'est de commencer par le Parlement et terminer par le Parlement. Les solutions que nous allons chercher dans la rue, nous ne les trouverons pas dans la rue, nous les trouverons toujours autour d'une table, et ça, c'est par le dialogue. Donc, pour nous, parlementaires, le dialogue est l'arme la plus efficace pour trouver la solution à nos problèmes, à la fois économiques, sociaux et politiques. Bien. Donc, lorsque un membre de la famille se retire et que le membre de la famille revient, la famille est joyeuse. Bien. Si l'opposition se retire de nos débats, nous nous sentons un peu orphelins, mais la démocratie étant la loi de la majorité, s'ils se retirent, ils ne sont pas majoritaires, la machine ne s'arrêtera pas, nous continuerons à voter, la majorité continuera à voter des lois, mais pour qu'elles soient des lois dans lesquelles tout le monde se reconnaît, le meilleur moyen est le dialogue, pour que tout le monde soit là pour doter un gouvernement des budgets, pour autoriser un gouvernement à ratifier des conventions qui vont apporter plus d'eau
à la population, plus d'électricité à la population, qui va avoir de meilleures offres de santé et d'éducation à la population, mieux vaut le voter ensemble pour ne pas qu'il y ait seulement des votes parce que simplement nous avons la majorité. Donc, le retour de nos collègues de l'opposition est salué avec plaisir, de façon à ce que nous puissions ensemble continuer le débat pour lequel nous sommes au Parlement, toute obédience politique confondue. Ça, c'est justement leur retour au Parlement. Maintenant, toujours par rapport à la reprise du dialogue, j'ai parlé de configuration tout à l'heure. Vous, par exemple, de la mouvance, la configuration a changé. Ce n'est plus Damaro et d'autres, c'est maintenant Aboubakar Silla, qui est d'un parti allié. C'est aussi Ousmane Ba, qui est un parti allié. C'est lui qui mène le débat. Ce n'est plus le ministre de l'administration du territoire. C'est désormais un conseiller du Premier ministre. Est-ce qu'il y a un message derrière cela par rapport notamment au changement de vos représentants à vous de la mouvance? Écoutez, vous savez que l'homme s'adapte aux réalités du moment. Nous avons eu des représentants qui ont joué leur rôle, qui ont amené le débat à des résultats du côté de l'opposition et du côté de la mouvance. Aujourd'hui, la donne a changé. Les uns et les autres manquant plus ou moins de confiance en telle ou telle équipe, on a dit, adaptons-nous à la réalité. Pour qu'on change des personnes, ressources, de façon à nous amener à de meilleurs résultats. Donc c'est des adaptations pour la recherche des meilleurs résultats. Ceux qui étaient là n'ont pas démérité, ils ont donné les résultats. La donne ayant changé, on a de nouvelles ressources pour faire face à des nouvelles réalités, de façon à obtenir toujours les mêmes résultats dans l'intérêt de la nation. Parce que la priorité, la primauté, l'objectif global, c'est la Guinée, c'est la nation, c'est l'économie nationale. Alors, l'autre sujet, le dernier d'ailleurs, c'est la présence à Conakry de deux anciens présidents, Nicéphore Soglo du Bénin et Goodluck Jonathan du Nigeria. Évidemment, on dit qu'officiellement ils viennent pour voir l'évolution des préparatifs des élections, le climat politique, ainsi de suite. Ils ont déjà commencé d'ailleurs les contacts. Hier, ils étaient avec la société civile élargie au FNDC. Aujourd'hui avec les partis politiques, peut-être demain avec la CENI, pourquoi pas avec le président de la République. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette visite, de ces bons offices que ces deux chefs d'État viennent offrir? C'est une bonne chose. Vous savez, le plus souvent, nous allons chercher trop loin des bonnes pratiques que nous avons meilleures à nos portes. Quand on doit échanger avec un ancien président du Bénin, nous allons travailler sur les acquis du Bénin, sur les écueils que le Bénin a évités et que l'expérience béninoise peut nous faire éviter. Quand on travaille avec un ancien chef d'État du Nigeria, on travaille sur les réalités que le Nigeria a vécues. Comment le Nigeria a fait face à certains problèmes sociaux, politiques, économiques. Donc ce sont des expériences à notre porte qui ont réussi, qui sont des meilleurs enseignements que d'aller nous référer à ce qui a réussi en Europe, à ce qui a réussi en Amérique latine, à ce qui a réussi en Asie. Donc, ces pratiques sont les meilleures. C'est un exercice d'échange de bonnes pratiques, de bonnes manières. Donc, vivement que tous les partenaires économiques, sociaux et politiques tirent profit de l'expérience de ces deux chefs d'État, de ces deux anciens chefs d'État, qui ne vont pas réinventer la roue. Ils diront simplement aux Guinéens, nous avons été confrontés à telle ou telle réalité, voilà comment nous avons réagi, partageons l'expérience pour que la Guinée aussi puisse s'en sortir et aller à ces élections de façon paisible, de façon à ce que tous nous puissions nous donner la main, Guinéens et Guinéennes, pour bâtir la nation qui nous appartient en commun, la nation guinéenne. Personne ne viendra le faire à notre place. Nous aurons des bons conseils à vous donner. Ils viennent, mais bâtir la nation, c'est notre œuvre à nous,
d'abord guinéennes et guinéens. Alors, on pense aussi que ces deux chefs d'État, Goodluck Jonathan, Nicéphore Soglo, diront aussi il y a une vie après la vie de président. Évidemment, à l'endroit de notre chef d'État, vous pensez que c'est des messages à capter de la part de notre président, à qui on prête des velléités de vouloir se maintenir au pouvoir? Bien évidemment que leur expérience en tant qu'ancien président est une expérience appliquée chez nous. Qu'ils viennent conseiller un président en exercice, c'est pour lui dire de façon très simplifiée qu'il a une vie, quelquefois sans autant de soucis après la présidence que pendant qu'on a la présidence. Moi, j'ai entendu quelque part dire notre président, si je savais que c'était aussi compliqué, peut-être que je ne me serais pas battu comme je me suis battu. Donc, ce sont des expériences dont la Guinée peut tirer un très bon profit, et je pense que ce sera un enseignement utile pour nous tous. Pour tout le monde. Et pour terminer en quelques mots, Monseigneur Robert Sarah, je crois c'était hier ou avant-hier, célébrait les 50 ans de sa vie sacerdotale. Oui, le dimanche. Le dimanche, il a envoyé un message fort et là-dessus, il a interpellé les Guinéens par rapport à tout ce qui se passe. Et il a dit en substance qu'il y a eu trop de sang coulé et trop longtemps de sang coulé. Donc il faut que tout ça doit s'arrêter. Vous êtes chrétien, sûrement vous y étiez. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce message de Monseigneur Robert Sarah? J'étais là, bien évidemment, et son éminence, le cardinal Robert Sarah, est un fils du pays. Il a vécu la révolution avec nous. Il a dit à l'époque que le pouvoir usait l'homme. Il a failli passer à l'hôtel tristement célèbre du Camboiro. Tout le monde avait peur pour lui. Mais à l'époque, tout le monde, toute confession confondue, confession religieuse confondue, tout le monde attendait ses homélies parce qu'il faisait une analyse objective, sans parti pris, de la réalité guinéenne, économique, sociale et politique. Et il faisait des recommandations. Beaucoup l'ont vu, comme je le disais, très proche de la porte du Camboiro, mais Dieu étant plus fort, le Camboiro l'a été épargné parce que son prédécesseur Kidimbo était passé là. Les gens avaient beaucoup peur, chrétiens, musulmans, tous les Guinéens avaient peur que sa vérité ne l'amène à ce tristement célèbre camp de la mort, le Camboiro. Dieu faisant les choses, il a récompensé ses efforts, il a été promu auprès de sa sainteté le pape au Vatican. En partant, il a dit dans son message de revoir qu'il a peur. Il a peur que les Guinéens ne s'entendent pas. Il a peur que la malgouvernance continue. Il a peur que les Guinéens continuent à développer la haine les uns contre les autres. Il a formulé des recommandations. Et à l'époque aussi, le cortège officiel qui l'accompagnait a eu des instructions de se retirer parce que certainement, quelque part, certaines autorités ont pensé que c'était des offenses directes contre elles. Ce n'en était rien. Il a parlé à son pays, à son peuple, il a exprimé son sentiment. Et il est là-bas, mais il est toujours en Guinée. Toujours attaché à sa patrie. J'ai eu, dans mes positions passées, l'avantage de venir en mission à Rome, et chaque fois, j'ai eu l'honneur d'être reçu par Monseigneur à l'époque, ensuite par son éminence, et il était tout le temps en prière pour son pays. Il regrettait toujours que les Guinéens ne puissent pas se mettre autour de la table, ne puissent pas comprendre que le dialogue est l'arme la plus efficace pour les rapprocher et pour éviter de faire couler du sang. Et chaque fois que l'on fait couler du sang en Guinée, c'est le pays qui perd de crédibilité sur le plan international. Et qu'on profane même. Et c'est des investisseurs qu'on renvoie loin de ce pays, en dépit du potentiel dont Dieu a doté notre pays. Il a toujours dit, arrêtons ces tueries, donnons-nous la main,
et faisons appel à des partenaires pour que ces partenaires viennent en territoire sécurisé. Mais chaque fois que la Guinée, pour un oui ou un non, se met dans la rue et les sorties sont soldées par des pillages de biens publics et privés, par des destructions, même des structures de sécurité et de défense, y compris malheureusement par la mort des Guinéennes et des Guinéens, c'est surtout la mort des jeunes. C'est un spectacle malheureux et son message, désolant. Un spectacle désolant. Son message, c'est de dire: arrêtons ce spectacle, arrêtons de nous accuser, mouvance et opposition, donnons-nous la main. Nous avons un bien commun, la Guinée, une Guinée à laquelle la Guinée Dieu aura tout donné en termes de richesse, mais potentiel. Tant que nous ne nous donnerons pas la main pour valoriser ce potentiel, nous resterons pauvres sur nos millions de tonnes de diamants, de carats de diamants, sur nos milliards de tonnes de bauxite et sur toutes les ressources naturelles dont la Guinée se vante aujourd'hui, mais malheureusement en ayant la population parmi les plus pauvres au monde. C'est un contraste insupportable, Bien. inacceptable pour tout Guinéen conscient, toute Guinéenne consciente. Nous devons, il a dit, n'offensons pas Dieu qui a été tellement généreux avec nous. Donnons-nous la main, mettons en valeur ces ressources, cessons de nous entretenir pour que nous puissions avoir le développement qui sera un développement profitable à nous. Ce n'est pas pour Dieu qu'on le fait, mais on le fait pour nous avec l'aide de Dieu. Donc voilà le message tel que je l'ai compris, et je pense que les Guinéennes et Guinéens aussi ont compris, pour qu'on arrête de nous entretuer dans la rue, que nous nous fassions confiance, que nous puissions ensemble bâtir cette nation. Voilà, donc c'est sur la note de ce message fort de Monseigneur, du cardinal Robert Sarah, que nous terminons donc cette émission. Honorable, merci de nous avoir reçus ici. Merci beaucoup. Tout le plaisir a été pour moi de m'appeler dans votre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous, merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt pour un autre numéro de Café Débat. Prenez soin de vous et au revoir.